Je m'appelle Élise et j'ai 32 ans. Le Noël dernier, je pensais que j'allais enfin avoir le dîner de famille parfait où je pourrais partager des nouvelles extraordinaires. Je venais de me fiancer à l'amour de ma vie, David, et d'obtenir une promotion au travail pour laquelle je m'étais battue pendant 3 ans. J'étais tellement excitée à l'idée de l'annoncer à ma famille, pensant que peut-être cette fois, juste peut-être, ma mère serait enfin fière de moi. Mais au lieu de cela, ce qui s'est passé ce soir-là a tout changé entre nous pour toujours. Et honnêtement, c'était probablement la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Avant de plonger dans les détails de cette soirée de Noël, j'aimerais savoir d'où vous me regardez. Laissez votre ville dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner si vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci. Croyez-moi, ce que ma mère a dit ensuite va vous choquer. Mais ma réponse l'a choqué encore plus. En grandissant, j'ai toujours été l'enfant du milieu dans une famille où être au milieu signifiait être invisible. Mon frère aîné, Michel, était le fils prodige, celui qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de ma mère, Patricia. Il est médecin maintenant, et elle ne manque jamais une occasion de le rappeler à tout le monde. Ma sœur cadette, Karine, était la petite dernière, la précieuse petite princesse à qui on passait tout et qui est devenue une avocate à succès. Et puis il y avait moi, Élise, coincée au milieu, essayant désespérément de comprendre comment obtenir ne serait-ce qu'une fraction de l'attention et de l'amour qu'il semblait recevoir si facilement. Dès que j'ai été assez grande pour comprendre la dynamique familiale, j'ai su que je devais travailler 2 fois plus dur pour la moitié de la reconnaissance. Pendant que Michel était félicité pour avoir ramené des 15/20, je devais maintenir une moyenne de 18/20 juste pour obtenir un hochement de tête approbateur. Quand Karine faisait des crises de colère et cassait des objets, c'était mignon, elle ne faisait qu'exprimer ses émotions. Quand j'osais à peine élever la voix, j'étais irrespectueuse et avais besoin qu'on me remette les idées en place. Je me souviens d'avoir passé d'innombrables heures au lycée à faire des petits boulots à l'épicerie du coin et à donner des cours de soutien à des plus jeunes. Non pas parce que nous avions besoin d'argent, mais parce que je pensais que si je pouvais contribuer financièrement, peut-être que mes parents verraient ma valeur. J'ai économisé chaque centime pour acheter des fleurs à ma mère pour la fête des mères, des bijoux pour son anniversaire et des cadeaux de Noël attentionnés que je passais des semaines à choisir. Michel et Karine prenaient quelque chose à la dernière minute au centre commercial, et pourtant, leurs cadeaux étaient toujours ceux qui provoquaient les plus grands sourires et les plus longues étreintes. L'université était censée être mon nouveau départ, ma chance de faire mes preuves dans un domaine qui me passionnait. J'ai choisi le marketing parce que j'aime la créativité et la stratégie qui se cachent derrière, la façon de raconter une histoire qui peut toucher les gens et les pousser à l'action. Mais quand j'ai annoncé mon choix de spécialisation à ma famille, le visage de ma mère s'est décomposé comme si je venais d'annoncer que j'abandonnais complètement mes études. Le marketing, dit-elle, la voix dégoulinante de déception. Ce n'est pas une vraie carrière, Élise. C'est juste jouer avec de jolies images et des slogans. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Michel et choisir quelque chose qui aide vraiment les gens, ou comme Karine, quelque chose qui demande une réelle intelligence et qui fait une différence dans le monde? Ces mots m'ont blessé plus que je ne les laissais paraître à l'époque. Mais j'ai persévéré, j'ai obtenu mon diplôme avec mention et j'ai décroché mon premier emploi dans une petite agence de marketing en centre-ville. J'ai gravi les échelons lentement, acceptant des projets supplémentaires, restant tard, arrivant tôt, faisant mes preuves encore et encore. Chaque petite victoire, chaque client que je décrochais, chaque campagne réussie, j'appelais à la maison, excité de partager la nouvelle. Les conversations se terminaient toujours de la même manière. « C'est bien, ma chérie. Est-ce que je t'ai dit que Michel vient d'être publié dans une autre revue médicale? Ou Karine vient de gagner un autre procès? Elle se fait vraiment un nom. » Pendant des années, j'ai continué à essayer. J'envoyais des cartes pour chaque fête, j'appelais chaque semaine, je me souvenais des anniversaires. J'ai aidé mes parents à déménager dans leur nouvelle maison quand j'avais 26 ans, passant toutes mes vacances à peindre les murs et à organiser les cartons pendant que mon frère et ma sœur étaient trop occupés par leurs carrières importantes pour aider. J'ai gardé leur berger allemand chaque fois qu'ils partaient en week-end, même si je suis allergique et que je passais tout le week-end à éternuer et à prendre des antihistaminiques. Un souvenir particulièrement douloureux remonte à mon adolescence. J'avais remporté un concours de nouvelles régionales. C'était la première fois que je me sentais vraiment douée pour quelque chose, que je sentais que ma voix comptait. La cérémonie de remise des prix avait lieu un vendredi soir. Le même soir, Michel avait un match de football amical et Karine participait à un petit spectacle de danse de son école. J'avais supplié mes parents de venir. Ma mère m'avait dit, « On verra, Élise. Tu sais que tes frères et sœurs ont aussi des choses importantes. » Finalement, mon père est venu, mais il est arrivé en retard et est parti tôt pour ne pas manquer la fin du match de Michel. Ma mère n'est jamais venue. Elle a appelé plus tard pour dire que le spectacle de Karine avait duré plus longtemps que prévu. Quand j'ai reçu mon prix sur scène, j'ai regardé dans le public et je n'ai vu que le siège vide à côté de mon père. Le lendemain, la maison était remplie de discussions sur le but incroyable de Michel et la jolie performance de Karine.
Mon trophée est resté sur la table de la cuisine pendant une semaine avant que je ne le monte discrètement dans ma chambre, sans que personne ne le mentionne jamais. C'était ça, ma place, une note de bas de page dans l'épopée familiale. Au printemps dernier, lorsque mon père, Robert, a dû subir une opération d'urgence de la vésicule biliaire, c'est moi qui ai pris des jours de congé pour le conduire à ses rendez-vous et attendre avec ma mère dans la salle d'attente pendant 6 heures. Michel était lui-même en chirurgie ce jour-là, et Karine était au tribunal. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui me suis fait sermonner plus tard sur le fait que j'aurais dû les appeler tous les deux plus souvent pour leur donner des nouvelles. Le pire n'était même pas le manque de reconnaissance. C'était la comparaison constante, la façon dont chaque conversation revenait d'une manière ou d'une autre sur le succès, l'attrait, l'accomplissement de mon frère et de ma sœur. Les dîners de famille étaient devenus des exercices d'endurance. Rester assise là, à écouter des louanges sans fin pour des réussites qui, honnêtement, n'étaient pas plus impressionnantes que les miennes, mais qui étaient traitées comme des victoires au prix Nobel parce qu'elles venaient des enfants prodiges. Mais cet automne-là, les choses dans ma vie ont finalement commencé à se mettre en place. David et moi sortions ensemble depuis 2 ans, et il m'a demandé en mariage lors d'un week-end à la montagne en octobre. La bague était simple mais parfaite, et plus important encore, il me voyait d'une manière que ma famille n'avait jamais vue. Il célébrait mes victoires au travail, encourageait mes projets créatifs et ne m'a jamais fait sentir que je devais rivaliser pour son attention ou son approbation. À la même époque, mon entreprise m'a promue au poste de coordinatrice marketing senior, ce qui s'accompagnait d'une augmentation de salaire significative et de l'opportunité de diriger ma propre équipe. C'était tout ce pourquoi j'avais travaillé, et pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais sincèrement fière de ce que j'avais accompli. J'avais hâte de partager ces 2 nouvelles avec ma famille à Noël, en pensant que peut-être, cette fois, ce serait différent. Le matin de Noël a commencé comme il avait toujours fait dans ma maison d'enfance de la rue de l'Érable. La maison était décorée exactement de la même manière que depuis 20 ans. Des lumières blanches sur le sapin dans le salon, des ornements rouges et dorés que ma mère avait collectionnés au fil des décennies, et le même ange en haut du sapin qui était dans notre famille depuis que j'avais 5 ans. L'odeur de la brioche et du café emplissait l'air, et de la musique de Noël jouait doucement depuis la vieille chaîne stéréo dans le coin. Je suis arrivée vers 10 heures du matin, les bras chargés de cadeaux soigneusement emballés et le cœur rempli d'une excitation nerveuse. David passait Noël avec sa propre famille à Lyon, mais nous avions prévu de fêter ça ensemble à son retour. Je portais ma bague de fiançailles dans mon sac à main depuis 2 mois, voulant l'annoncer en personne plutôt qu'au téléphone. Mon père m'a accueilli à la porte avec l'une de ses étreintes chaleureuses d'ours. Robert a toujours été le parent le plus disponible émotionnellement, celui qui se souvenait de me demander des nouvelles de mon travail et qui écoutait réellement les réponses. « Voilà ma génie du marketing », dit-il en prenant les cadeaux de mes bras. « Comment se passe le nouveau poste ?» Je me suis illuminée. « En fait, papa, j'ai des nouvelles vraiment excitantes à partager avec tout le monde. »« Ah oui ? J'ai hâte d'entendre ça, ma chérie. » Ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte, portant le pull en cachemire rouge que je lui avais acheté pour son anniversaire l'année dernière. Elle m'a regardé de haut en bas avec cette expression que je connaissais si bien. Celle qui parvenait à trouver un défaut avant même que j'aie dit bonjour. « Élise, qu'est-ce que tu portes, bon sang ? Cette robe verte te donne un air délavé. Ne t'avais-je pas dit que cette couleur ne va pas avec ton teint ? Et tes cheveux, on dirait que tu viens de sortir du lit. »« Joyeux Noël à toi aussi, maman, » dis-je en forçant un sourire. « En fait, j'ai passé 1 heure sur mes cheveux ce matin. »« Eh bien, tu aurais dû en passer 2, répondit-elle en se retournant vers la cuisine. Karine est absolument magnifique dans son nouveau tailleur bleu marine. Tu devrais lui demander où elle fait ses achats. » Ma sœur Karine était déjà dans le salon, effectivement superbe dans une tenue bleu marine sur mesure qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Elle travaillait pour un prestigieux cabinet d'avocats en centre-ville et avait la garde-robe qui allait avec. Michel était assis sur le canapé avec sa montre chère et son pull de marque, faisant défiler son téléphone et consultant les messages de l'hôpital. « Regardez qui a finalement décidé de se montrer, » dit Karine avec un sourire narquois. On attendait pour commencer les cadeaux. « Je suis littéralement en retard de 5 minutes parce que je me suis arrêtée pour faire le plein, » répondis-je. Mais personne ne semblait écouter. L'échange de cadeaux s'est déroulé exactement comme je m'y attendais. Michel a donné à tout le monde des cartes cadeaux qu'il avait manifestement achetées à la dernière minute, mais c'étaient des cartes de magasins haut de gamme, alors maman s'est extasiée sur sa prévenance et sa générosité. Karine avait offert à nos parents un week-end dans une station thermale de luxe, ce qui lui a valu 20 minutes de louanges et de conversations de planification enthousiastes. J'avais passé des semaines à choisir des cadeaux personnalisés pour tout le monde, un porte-documents en cuir magnifique pour Karine avec ses initiales gravées, et un album photo personnalisé pour mes parents rempli de photos de famille de la dernière décennie que j'avais numérisé et imprimé moi-même. « Oh, comme c'est gentil », dit ma mère en feuilletant rapidement l'album photo. « Ça a dû te prendre du temps. »« J'y ai passé environ 40 heures, dit
J'ai dû scanner toutes les vieilles photos et restaurer certaines des plus abîmées, puis concevoir les mises en page. C'est adorable, ma chérie. Michel, montre à tout le monde cette nouvelle montre que ton collègue t'a offerte. Et comme ça, la conversation est passée à autre chose. Mon père m'a serré l'épaule et a chuchoté. C'est magnifique, Élise. Merci. Mais le moment était déjà passé. Au fur et à mesure que la matinée se transformait en après-midi, d'autres membres de la famille sont arrivés. Ma tante Suzanne et mon oncle Franck, mes cousins Jeanne et Robert Junior, et ma grand-mère Éléonore. La maison s'est remplie de rires et de conversations, et je me suis retrouvée à graviter vers la cuisine, aidant ma mère avec les préparatifs du dîner comme je le faisais toujours. La dinde doit sortir dans 20 minutes, m'ordonna-t-elle, sans lever les yeux de la purée qu'elle préparait. Et quelqu'un doit mettre la table. Où est Karine? Elle est dans le salon en train de parler à grand-mère Éléonore. Eh bien, elle ne devrait pas avoir à s'inquiéter du travail en cuisine. Elle travaille si dur pendant la semaine. J'ai mordu ma langue. Je travaillais tout aussi dur pendant la semaine, mais cela ne semblait jamais entrer en ligne de compte dans ses calculs. À l'approche de l'heure du dîner, j'ai senti mon anxiété monter. J'avais prévu de faire mon annonce pendant le dessert, quand tout le monde serait détendu et de bonne humeur. Je n'arrêtais pas de toucher la boîte de la bague dans mon sac, me rappelant que c'était une bonne nouvelle, une nouvelle heureuse, le genre de nouvelle qui devrait rassembler les familles. Mais en regardant ma mère s'illuminer chaque fois que Michel mentionnait son dernier patient ou que Karine parlait de sa récente victoire au tribunal, j'ai commencé à me demander si je ne me préparais pas une fois de plus à une déception. Je me suis souvenu d'une conversation avec David quelques semaines plus tôt. Il m'avait demandé pourquoi je tenais tant à leur approbation. Parce que c'est ma famille, avais-je répondu. Ce sont les seules personnes au monde qui sont censées t'aimer inconditionnellement. David m'avait regardé avec une infinie douceur. L'amour ne devrait pas être quelque chose que tu dois gagner, Élise. Surtout pas de ta famille. Ces mots résonnaient maintenant en moi, alors que je mettais les assiettes sur la table, me sentant comme une employée dans ma propre maison d'enfance. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de chasser le pessimisme. Cette fois, ça allait être différent. J'avais 2 annonces incroyables. Elles ne pouvaient pas ignorer les 2. J'allais leur prouver, et me prouver, que ma vie avait de la valeur. Le dîner fut servi à 15 heures précises, comme chaque Noël depuis aussi longtemps que je me souvienne. La table de la salle à manger était dressée avec la plus belle porcelaine de ma mère, le même service qu'elle utilisait pour les grandes occasions depuis mon enfance. Grand-mère Éléonore était assise à un bout, mon père à l'autre, et le reste d'entre nous remplissait les côtés selon une hiérarchie tacite qui me plaçait toujours entre mon plus jeune cousin et la chaise vide où mon grand-père avait l'habitude de s'asseoir. La conversation tournait facilement autour de sujets que j'avais entendus 100 fois auparavant. Le nouveau cabinet médical de Michel qui se développait plus vite que prévu, la récente promotion de Karine au poste d'associé junior dans son cabinet d'avocat, la planification du mariage de ma cousine Jeanne pour l'été prochain. Je participais quand on me parlait, je riais aux mauvaises blagues de mon oncle Franck et je complimentais la nouvelle coupe de cheveux de ma tante Suzanne, tout en attendant le bon moment pour partager mes propres nouvelles. Alors, Élise, dit ma grand-mère pendant une accalmie dans la conversation, tu travailles toujours dans cette petite agence de publicité en ville. Agence de marketing, grand-mère. Eh oui, toujours. En fait, j'ai des nouvelles excitantes à ce sujet. Avant que je puisse continuer, ma mère est intervenue. Élise pense que faire de jolies images pour des entreprises équivaut à avoir une vraie carrière. Je n'arrête pas de lui dire qu'elle devrait retourner à l'école pour quelque chose de plus substantiel, comme infirmière ou enseignante. Le marketing est une vraie carrière, maman, dis-je, essayant de garder ma voix égale. C'est en fait un domaine qui demande beaucoup de stratégie et d'analyse. Je viens d'être promue coordinatrice senior, ce qui signifie que je vais diriger ma propre équipe. Oh, c'est merveilleux, ma chérie, dit ma tante Suzanne avec gentillesse. Félicitations. Merci. Et en fait, j'ai une nouvelle encore plus grande que ça. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti la petite boîte en velours, mon cœur battant si fort que j'étais sûre que tout le monde pouvait l'entendre. C'était le moment, celui que je préparais depuis des semaines. David m'a demandé en mariage, annonçai-je en ouvrant la boîte pour révéler la magnifique bague solitaire à l'intérieur. Nous sommes fiancés. La réaction ne fut pas tout à fait celle que j'avais espérée. Il y eut un moment de silence, puis des félicitations polies de la plupart de la table. Le visage de mon père s'est fendu d'un sourire sincère, et ma grand-mère s'est penchée pour me serrer la main, mais l'expression de ma mère est restée inchangée, presque ennuyée. « Quand est-ce que c'est arrivé » demanda Karine. « En octobre. Nous sommes allés à la montagne pour un week-end, et il m'a fait sa demande lors d'une randonnée vers un magnifique point de vue. C'était parfait. »« Octobre » dit ma mère, la voix sèche. « Tu es fiancé depuis 2 mois et tu nous le dis seulement maintenant. » Je voulais vous le dire en personne, en famille. Eh bien, c'est typique de toi, Élise. Toujours si secrète, gardant toujours les choses pour toi.
Pas étonnant que nous ne sachions jamais ce qui se passe dans ta vie. J'ai senti la piqûre familière de la critique déguisée en inquiétude. Je ne suis pas secrète, maman. J'appelle chaque semaine. Je voulais juste que ce soit spécial. Que fait David déjà? Demanda Michel, bien que je le lui ai dit au moins 3 fois lors de conversations précédentes. Il est professeur de français au lycée. Un professeur? Répéta ma mère, le mot dégoulinant de déception. Eh bien, je suppose que c'est un emploi stable, au moins. La façon dont elle l'a dit a clairement montré ce qu'elle pensait. Pas assez impressionnant, pas assez réussi, pas assez bien pour sa fille. Peu importe que David soit gentil, intelligent, drôle et me traite comme si j'étais la personne la plus importante de son monde. C'est un homme merveilleux, dit fermement ma grand-mère. Quand est-ce qu'on pourra le rencontrer convenablement? Bientôt, j'espère. Il est avec sa famille à Lyon pour Noël, mais nous prévoyons de dîner avec tout le monde le mois prochain. J'espère qu'il sait dans quoi il s'engage, dit Karine avec un rire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Élise a toujours été la plus difficile de la famille. Je ne suis pas difficile, protestai-je. Mais ma mère hochait déjà la tête en signe d'accord. Élise a toujours été un défi, dit-elle comme si je n'étais pas assise juste. Là, elle n'a jamais vraiment compris comment se faciliter les choses, ni à personne d'autre. Les mots m'ont frappé comme un coup physique, mais j'ai essayé de les ignorer. C'était censé être une célébration, un moment heureux. Je ne pouvais pas les laisser le gâcher. Eh bien, je pense que c'est une excellente nouvelle, dit mon père en levant son verre de vin. À Élise et David, puissiez-vous être très heureux ensemble. Quelques personnes ont levé leur verre sans enthousiasme, mais le moment semblait forcé et gênant. La conversation est rapidement passée à d'autres sujets, et je me suis retrouvée assise là, la boîte de la bague toujours dans mes mains, me sentant plus petite et plus insignifiante que jamais. Alors que le dessert était servi, ma mère s'est lancée dans un récit détaillé des dernières réalisations professionnelles de Michel. Il avait été publié dans une revue médicale, invité à prendre la parole lors d'une conférence à Chicago et était pressenti pour un poste à l'hôpital universitaire. Chaque accomplissement était décrit avec des détails élogieux, la fierté de ma mère rayonnant presque à travers la table. Et Karine, continua-t-elle sans interruption, vient de gagner le plus gros procès de sa carrière. Le règlement était à 6 chiffres et les associés principaux parlent de l'accélérer vers le statut d'associé à part entière. C'est incroyable, dis-je, sincèrement. Felicitations, Karine. Merci, dit-elle, mais son attention était déjà revenue sur son téléphone. Je suis restée assise là, à écouter les louanges adressées à mon frère et à ma sœur, attendant que quelqu'un revienne sur mes fiançailles ou ma promotion, mais cela n'est jamais arrivé. C'était comme si je n'avais jamais parlé, comme si mes nouvelles n'avaient pas assez d'importance pour mériter plus de quelques secondes d'attention. C'est alors que ma mère m'a regardé droit dans les yeux et a prononcé les mots qui allaient tout changer entre nous pour toujours. Tu sais, Élise, j'ai réfléchi à ces fiançailles, et je dois être honnête. Je m'inquiète pour David. Je veux dire, quel genre d'homme te demande en mariage? La table est devenue silencieuse. Même mes cousins ont levé les yeux de leur téléphone. Qu'est-ce que tu veux dire? Demandai-je, bien que je craignais de déjà le savoir. Eh bien, soyons réalistes. Tu as 32 ans. Tu as un travail qui paie à peine les factures. Tu vis dans ce minuscule appartement, et tu n'as jamais vraiment accompli quoi que ce soit de significatif. Tu es l'enfant la plus inutile que nous ayons. J'espère juste que David réalise dans quoi il s'engage avant qu'il ne soit trop tard. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je pouvais sentir chaque paire d'yeux à la table me fixer, attendant de voir comment j'allais réagir. Ma tante Suzanne avait l'air horrifiée. Mon père secouait la tête avec incrédulité. Même Michel et Karine semblaient choqués par la cruauté du commentaire. Mais pour la première fois de ma vie, au lieu de me recroqueviller et d'encaisser, au lieu de trouver des excuses ou d'essayer d'en rire, j'ai senti quelque chose de différent monter en moi. C'était de la colère, oui, mais plus que ça, c'était de la clarté. C'était 32 ans de frustration et de blessures refoulées qui trouvaient enfin leur voie. Je me suis levée lentement, mes mains tremblant d'émotion, et j'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Alors, arrête de m'appeler quand tu as besoin d'argent, dis-je, ma voix stable et claire, et son visage s'est décomposé. Le silence qui suivit mes paroles fut si complet que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir et le son lointain de la musique de Noël qui jouait encore dans le salon. Le visage de ma mère passa d'une supériorité confiante à quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, un choc authentique mêlé à ce qui ressemblait à de la panique. « De quoi tu parles » demanda-t-elle, mais sa voix avait perdu toute son autorité d'antan. « Je parle des 1 500 € que je t'envoie chaque mois depuis 2 ans pour couvrir les mensualités de ta voiture parce que l'entreprise de papa avait des difficultés. Je parle des 3 000 € que je t'ai donnés au printemps dernier quand il a eu besoin de son opération et que votre mutuelle ne couvrait pas tous les frais. Je parle des 2 000 € que j'ai envoyés pour aider à payer les frais de l'examen du barreau de Karine parce qu'elle avait déjà dépensé l'argent de son héritage dans ce voyage en Europe.
J'ai sorti mon téléphone de mon sac à main, ouvrant mon application bancaire avec des doigts étonnamment stables malgré l'adrénaline qui parcourait mes veines. Tu veux voir les reçus? Continuai-je en brandissant l'écran. Parce que je les ai tous ici. Chaque virement, chaque chèque, chaque prêt d'urgence qui n'a curieusement jamais été remboursé. Ma tante Suzanne me regardait avec la bouche légèrement ouverte. Mon oncle Franck avait posé sa fourchette et écoutait attentivement. Ma grand-mère hochait lentement la tête, comme si les pièces d'un puzzle se mettaient enfin en place. « Élise, commença mon père, mais je n'avais pas fini. Tu te souviens de Noël dernier, quand les prêts étudiants de Michel sont entrés en défaut de paiement parce que son nouveau cabinet ne rapportait pas encore assez d'argent? Qui crois-tu qui les a remboursés? Ce n'était pas maman et papa, parce qu'ils se remettaient encore des factures médicales de papa. C'était moi. 4 000 € que j'avais économisés pour un apport pour une maison. » Le visage de Michel était devenu blême. « Élise, je ne savais pas. » « Bien sûr que tu ne savais pas, parce que maman m'a fait promettre de ne le dire à personne. Elle a dit que ça te mettrait dans l'embarras et que je devais simplement considérer cela comme ma contribution à la famille. »« Ma contribution? » Comme si je n'avais pas contribué toute ma vie d'adulte. Je me suis retournée vers ma mère, qui ouvrait et fermait la bouche comme si elle cherchait des mots qui ne venaient pas. « Tu veux savoir quel genre d'homme demande en mariage quelqu'un comme moi? Le genre qui voit que j'ai maintenu seule cette famille à flot financièrement tout en travaillant à mon prétendu travail sans intérêt et en vivant dans mon prétendu appartement pathétique. Le genre qui reconnaît que peut-être, juste peut-être, j'ai sacrifié ma propre sécurité financière et mes rêves pour prendre soin de tout le monde. »« Je ne t'ai jamais demandé de le faire, » commença faiblement ma mère. « Tu as absolument demandé. Tu m'as appelé en pleurant à propos des mensualités de la voiture. Tu m'as appelé en panique à propos de l'opération de papa. Tu m'as appelé en suppliant de l'aide pour les frais de Karine. Et à chaque fois, j'ai aidé, parce que c'est ce que font les familles. Mais apparemment, c'est ce que fait l'enfant inutile pendant que les enfants qui réussissent obtiennent tout le crédit et aucune des responsabilités. » Karine a finalement pris la parole, sa voix faible. « Je ne savais pas que tu avais payé pour mon examen du barreau. Parce que je n'étais pas censée te le dire. Tout comme je n'étais pas censée parler à qui que ce soit de l'argent que je prêtais à maman et papa, ou du paiement que j'ai fait sur les prêts de Michel, ou des innombrables autres fois où j'ai sorti cette famille de problèmes financiers. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à lire les chiffres et les dates réelles. 15 septembre 2022, 1 500 € à Patricia Dubois pour mensualité de voiture. 3 octobre, 1 500 € à Patricia Dubois pour mensualité de voiture. 7 novembre, 2 000 € à Robert Dubois pour frais médicaux. 19 décembre, 1 500 € à Patricia Dubois pour mensualité de voiture. Et ça continue, mois après mois. Mon père fixait ma mère avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. « Patricia, est-ce vrai? »« Ce n'est pas ce que ça semble être, » dit-elle rapidement. Élise nous aidait juste temporairement, le temps qu'on se remette sur pied. Temporairement? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. Ça fait 2 ans, maman. 2 ans de paiement mensuel. 2 ans où je priorise votre stabilité financière avant la mienne. 2 ans où je vis d'un chèque de paie à l'autre pendant que tu te promènes dans une voiture que je paie en te plaignant du manque de réussite de ta fille inutile. Ma grand-mère a tendu la main sur la table et a saisi la mienne. « Ma chérie, pourquoi ne nous as-tu rien dit de tout ça? » Parce que je pensais que si je pouvais juste aider assez, si je pouvais juste prouver ma valeur à cette famille d'une manière ou d'une autre, peut-être que je gagnerais enfin l'amour et le respect que Michel et Karine semblent obtenir gratuitement. Je pensais que si je pouvais être utile, même si ce n'était que financièrement, peut-être que maman arrêterait de me regarder comme si j'étais une déception. Les larmes que j'avais retenues pendant des années coulaient enfin. Mais ce n'étaient plus des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de libération, de dire enfin une vérité que j'avais portée seule pendant si longtemps. « Tu veux savoir ce que David voit en moi ?» continuai-je, ma voix se renforçant. Il voit quelqu'un qui a cumulé 2 emplois pour soutenir sa famille pendant qu'il dénigre sa carrière. Il voit quelqu'un qui a renoncé à ses propres rêves et objectifs financiers pour s'assurer que tous les autres membres de sa famille vont bien. Il voit quelqu'un qui a été le véritable pilier de cette famille tout en étant traité comme si elle ne valait rien. Michel secouait la tête. « Élise, je n'en avais aucune idée. Si j'avais su que c'était toi qui avais remboursé mes prêts? Tu aurais fait quoi? Tu m'aurais traité avec un respect élémentaire? Tu m'aurais défendu quand maman faisait ses commentaires désobligeants? Parce que c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Pas de la gratitude, pas des louanges, juste une décence humaine de base. » Je me suis tournée vers Karine, qui fixait son assiette. « Et toi? As-tu la moindre idée du nombre de fois où je t'ai couverte? Pas seulement financièrement, mais de toutes les autres manières. Quand tu avais trop la gueule de bois pour aider maman à déménager, qui crois-tu qui a passé son week-end à faire des cartons? Quand tu étais trop occupé pour rendre visite à papa à l'hôpital, qui crois-tu qui est resté assis avec lui pendant des heures? Élise, dit mon père doucement. Je suis tellement désolée.
Je n'avais aucune idée que ta mère te demandait de l'argent. Parce qu'elle m'a fait promettre de ne pas te le dire. Elle a dit que ça blesserait ta fierté et qu'en tant que la plus stable financièrement, c'était ma responsabilité d'aider. C'est drôle comme je suis passée de la plus inutile à la plus stable financièrement selon ce qu'elle avait besoin de moi. Ma mère a finalement retrouvé sa voix. Tu es dramatique, Élise. Les familles s'entraident. C'est ce que nous faisons. Non, maman. Ce que les familles font, c'est se soutenir émotionnellement et se traiter avec respect. Ce que tu fais, c'est prendre mon argent tout en disant à tout le monde à quel point je suis nulle. Ce que tu fais, c'est m'utiliser comme un filet de sécurité financier tout en me traitant comme une source d'embarras. Je me suis levée et j'ai repoussé ma chaise de la table. Eh bien, félicitations. Vous êtes sur le point de découvrir à quel point je suis vraiment inutile. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, la banque d'Élise est définitivement fermée. La suite de ma révélation fut immédiate et chaotique. Dès que j'ai annoncé que Jean avait fini d'être le filet de sécurité financier de la famille, plusieurs conversations ont éclaté simultanément autour de la table. Ma tante Suzanne exigeait de savoir depuis combien de temps cela durait. Mon oncle Franck demandait à mon père s'il était au courant de l'argent. Ma grand-mère regardait ma mère avec une expression de profonde déception. « Élise, attends », dit ma mère en se levant alors que je rassemblais mon sac et mon manteau. « Parlons-en en privé. Il n'est pas nécessaire d'étaler nos affaires de famille devant tout le monde. » « Nos affaires de famille ?» Je me suis retournée pour lui faire face. « Tu veux dire les affaires de famille où tu m'humilies devant ces mêmes personnes à chaque occasion ? Les affaires de famille où tu annonces à tout le monde que je suis l'enfant la plus inutile que tu es ? Je pense qu'ils ont le droit de connaître la vérité sur le fonctionnement réel de cette famille. »« Tu es vindicative, » m'accusa-t-elle, mais sa voix tremblait. « Je suis honnête. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je suis complètement honnête sur ce qui se passe dans cette famille. Et si cela te met mal à l'aise, peut-être devrais-tu te demander pourquoi. » Ma cousine Jeanne a pris la parole de l'autre côté de la table. « Élise, tu es sérieuse à propos de l'argent ? Tu les as vraiment soutenus financièrement ? » « Absolument sérieuse. Je peux te montrer des relevés bancaires remontant à des années si tu veux des preuves. » Mon père fixait ma mère avec un mélange de confusion et de colère. « Patricia, nous devons parler tout de suite. »« Pas devant tout le monde, » siffla-t-elle. « Pourquoi pas ? Tu n'as eu aucun problème à discuter des échecs d'Élise devant tout le monde. Tu n'as eu aucun problème à annoncer à toute la table qu'elle est inutile. Alors pourquoi est-ce soudainement inapproprié de discuter de la vérité ? » Michel a finalement pris la parole, sa voix basse. « Élise, à propos de mes prêts étudiants. Je ne savais vraiment pas. Je pensais que maman et papa m'avaient aidé. »« Je sais que tu ne savais pas, dis-je, et je le pensais. Aucun de vous ne savait parce qu'on m'a spécifiquement dit de ne pas vous le dire. Mais Michel, puis-je te demander quelque chose ? Pendant toutes ces années où nous avons été adultes, m'as-tu déjà demandé une seule fois si j'avais besoin d'aide pour quoi que ce soit ? T'es-tu déjà enquis de mes finances, de mes difficultés professionnelles, de ma vie personnelle au-delà du strict minimum ? » I'll rest a silencier un long moment. Non, admis-il finalement. Je suppose que j'ai supposé que tu allais bien. Tu as supposé que j'allais bien parce que c'était plus facile que de prêter réellement attention à ma vie. Tout comme il était plus facile pour Karine de supposer que quelqu'un d'autre gérerait les urgences familiales et plus facile pour maman de supposer que je serais toujours là pour renflouer les caisses pendant qu'elle critiquait tout chez moi. Karine a finalement levé les yeux de son assiette. Je ne comprends pas pourquoi tu es si dramatique à ce sujet, Élise. Les familles s'entraident. Ce n'est pas comme si quelqu'un t'avait forcé à nous donner de l'argent. Parce que je voulais aider, m'exclamai-je. Je voulais aider parce que j'aime cette famille malgré tout. Je voulais aider parce que je pensais que peut-être, si je prouvais ma valeur de manière tangible, je serais enfin traitée comme si je comptais. Mais je vois maintenant qu'aucune somme d'argent n'allait jamais changer la façon dont vous me voyez tous. Ma grand-mère s'est raclée la gorge et la pièce est devenue silencieuse. Quand Éléonore Dubois parlait, les gens écoutaient. Elle était la matriarche de notre famille depuis aussi longtemps que je me souvienne, et son opinion avait du poids auprès de tout le monde. « Patricia », dit-elle, sa voix sévère d'une manière que j'entendais rarement. « Je suis profondément déçue par toi. Cette jeune femme a sacrifié sa propre sécurité financière pour aider cette famille, et tu l'as traitée comme si elle ne valait rien. Ce n'est pas seulement ingrat, c'est cruel. »« Mère, vous ne comprenez pas toute la situation, » commença ma mère. « J'en comprends assez. Je comprends qu'Élise a cumulé 2 emplois pour subvenir à ses besoins et apparemment à ceux de la moitié de cette famille pendant que tu disais à qui voulait l'entendre qu'elle n'était pas assez bien. Je comprends qu'elle vient d'annoncer ses fiançailles, ce qui devrait être l'un des moments les plus heureux de sa vie. Et au lieu de le célébrer avec elle, tu as utilisé cela comme une occasion de la rabaisser. » La pièce était silencieuse, à l'exception du bruit de la respiration rapide de ma mère. Je ne l'avais jamais vue se faire réprimander aussi directement par sa propre mère. « Et autre chose, » continua ma grand-mère,
J'ai vu cette fille grandir, et elle n'a jamais été autre chose que gentille, généreuse et travailleuse. Si elle est l'enfant la plus inutile que tu es, Patricia, alors tu n'as aucune idée de comment mesurer la valeur d'une personne. Ma tante Suzanne a hoché la tête avec emphase. Je dois être d'accord avec maman. Élise, je n'avais aucune idée que tu faisais face à tout ça. Je me suis toujours demandé pourquoi tu semblais si stressée lors des réunions de famille. Je n'étais pas stressée, dis-je doucement. J'étais épuisée. Émotionnellement, financièrement, physiquement épuisée d'essayer d'être assez pour une famille qui avait déjà décidé que je ne le serais jamais. Ma mère a fait une dernière tentative pour reprendre le contrôle du récit. Élise, tu fais paraître ça bien pire que ce que c'est. Nous sommes une famille. Nous nous entraidons. Et je n'ai jamais dit que tu étais sans valeur. Tu as dit que j'étais l'enfant la plus inutile que tu aies devant tout le monde juste après que je t'ai annoncé mes fiançailles. Comment appellerais-tu ça exactement? Elle a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Tu sais quoi, maman? Ça n'a plus d'importance. J'ai fini d'essayer de gagner ton approbation. J'ai fini de sacrifier mon propre bonheur et ma sécurité financière pour des gens qui ne me voient même pas comme une vraie personne. J'ai fini d'être le filet de sécurité de la famille tout en étant traité comme la déception de la famille. Je me suis dirigée vers la porte mais je me suis retournée une dernière fois. Mon mariage va être magnifique. David et moi allons construire une vie merveilleuse ensemble, et nous allons le faire sans la critique constante et la manipulation émotionnelle que j'ai acceptée comme normale pendant les 32 dernières années. Quiconque veut faire partie de cette vie avec respect et gentillesse est le bienvenu. Quiconque ne le veut pas peut garder mon numéro de téléphone pour les urgences, mais ne vous attendez pas à ce que je réponde. Et sur ce, j'ai quitté la maison de mon enfance, laissant derrière moi une table pleine de visages choqués et une mère qui découvrait enfin ce que cela faisait d'être celle qui restait sans voix. La semaine qui a suivi Noël fut différente de tout ce que j'avais jamais connu. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que je ne sois rentrée chez moi ce soir-là, et il n'a pas arrêté pendant des jours. Mais pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne répondais pas immédiatement à chaque appel. Je ne laissais pas tout tomber pour gérer les émotions des autres ou résoudre leurs problèmes. David était revenu de Lyon 2 jours plus tôt quand je l'ai appelé en pleurant depuis ma voiture dans l'allée de mes parents. Il m'a trouvée assise sur mon canapé à 23 heures ce soir-là, toujours dans ma robe de Noël, fixant mon téléphone qui vibrait avec des appels et des messages entrants. Je n'arrive pas à croire que j'ai vraiment fait ça, n'arrêtais-je pas de dire. Je n'arrive pas à croire que j'ai enfin dit tout ça à voix haute. Moi, si, dit-il en me serrant contre lui. C'est hey. Fait 2 ans que j'attends que tu leur tiennes tête. Je ne voulais juste pas te pousser parce que je savais que tu devais y arriver par toi-même. Mais et si j'avais eu tort? Et si j'avais été trop dur? Élise, dit-il doucement, tu as payé les mensualités de la voiture de ta mère pendant 2 ans pendant qu'elle disait aux gens que tu étais inutile. Il n'y a aucun univers dans lequel tu as été trop dur. Les messages ont commencé à affluer cette nuit-là et ont continué pendant des jours. Mon père a appelé en premier, sa voix lourde de ce qui semblait être un regret sincère. Élise, ma chérie, je n'avais aucune idée que ta mère te demandait de l'argent. Je suis tellement désolée, si j'avais su. Papa, ce n'est pas seulement l'argent. C'est la façon dont elle m'a traité toute ma vie. L'argent n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je sais, ma puce. J'ai beaucoup réfléchi à ça depuis que tu es partie. Et tu as raison. J'aurais dû te défendre davantage au fil des ans. J'aurais dû dire quelque chose quand elle faisait ses commentaires. C'étaient les premières vraies excuses que je recevais de quiconque dans ma famille, et cela signifiait plus que je ne pouvais l'exprimer. Michel a appelé le lendemain. Élise, je me sens terriblement mal à propos de cette histoire de prêt. Je veux te rembourser. Il ne s'agit pas de me rembourser, Michel. Il s'agit du fait que pendant toutes ces années, tu as été parfaitement heureux de supposer que quelqu'un d'autre s'occuperait des problèmes familiaux pendant que tu te concentrais sur ta carrière. Tu ne m'as jamais demandé une seule fois si j'avais besoin d'aide ou de soutien. Tu as raison, dit-il doucement. Je suppose que je t'ai toujours vue comme la forte, celle qui avait tout compris. J'étais celle qui ne pouvait pas dire non. Il y a une différence. Karine a mis 3 jours à appeler et quand elle l'a fait, elle était sur la défensive. Je ne comprends pas pourquoi tu es si dramatique à ce sujet, Élise. Les familles s'entraident. Ce n'est pas comme si quelqu'un t'avait forcé à nous donner de l'argent. Karine, tu te souviens de ce que tu m'as dit au dîner? Tu as dit que j'étais la plus difficile de la famille. As-tu la moindre idée de ce que ça fait, venant juste après que maman m'ait traité d'inutile? Je plaisantais, c'est tout. Ce n'était pas une blague pour moi. Ça ne l'est jamais. Te rends-tu compte qu'entre toi et Michel, je ne me souviens pas de la dernière fois où l'un de vous a dit quelque chose de sincèrement gentil à mon sujet? La dernière fois que vous m'avez soutenu ou célébré quelque chose de bien qui m'arrivait. Elle resta silencieuse un long moment. Je suppose que je n'y ai jamais pensé comme ça. C'est ça le problème. Aucun de vous n'y pense. Vous tenez mon soutien pour acquis tout en me traitant comme si j'étais le fardeau. Ma mère,
comme on pouvait s'y attendre, fut la plus persistante. Elle a appelé 6 fois le seul 26 décembre, laissant des messages vocaux de plus en plus frénétiques. Élise, c'est ridicule. Rappelle-moi pour qu'on puisse en discuter comme des adultes. Élise, tu es incroyablement égoïste. Ton père est bouleversé et cela affecte toute la famille. Élise, je ne sais pas ce qui t'a pris, mais cette attitude doit cesser. Nous sommes ta famille. Le 28 décembre, elle a essayé une approche différente. Élise, ma chérie, je pense que j'ai peut-être parlé trop durement au dîner. Peut-être qu'on peut trouver un arrangement pour la situation financière. Mais ce n'est que le 30 décembre qu'elle a finalement appelé et dit les mots que j'attendais depuis 32 ans. Élise, j'ai eu tort. Je suis désolée. J'ai failli ne pas répondre au téléphone. Je filtrais ses appels depuis des jours, et David m'avait encouragé à prendre mon temps avant de m'engager, mais quelque chose à la 10e sonnerie m'a fait décrocher. Bonjour, maman. Élise, Dieu merci. S'il te plaît, ne raccroche pas. J'ai besoin de te parler. Je t'écoute. Ton père et moi avons discuté, et je pense que je te dois des excuses. De vraies excuses. J'ai attendu. Ce que j'ai dit au dîner était impardonnable. Tu n'es pas inutile. Tu es tout le contraire d'inutile. Mon Dieu, Élise. Tu as maintenu cette famille à flot et je t'ai traité terriblement. C'était la chose la plus proche d'excuses sincères que j'ai jamais reçue d'elle, mais je n'étais pas prête à baisser complètement ma garde. Maman, ce n'est pas seulement ce que tu as dit au dîner. C'est un schéma qui dure depuis toute ma vie. La critique constante, les comparaisons avec Michel et Karine, la façon dont tu dénigres ma carrière et mes accomplissements. Je sais, dit-elle, et sa voix tremblait. Je sais, et je n'ai pas de bonne excuse. Je pense que peut-être je me suis vue en toi et j'ai été plus dure avec toi à cause de ça. Qu'est-ce que tu veux dire? J'étais l'enfant du milieu aussi. Je sais ce que c'est que de se sentir invisible. Et au lieu de te protéger de ce sentiment, je pense que je l'ai aggravé. Je pense que je t'ai poussé plus fort parce que je voulais que tu sois plus forte que moi. Ce n'était pas une explication complète, et ce n'était certainement pas une excuse, mais c'était la première fois que ma mère me montrait une réelle vulnérabilité ou conscience de soi. L'argent s'arrête, maman. Tout. Plus de mensualité de voiture, plus de prêts d'urgence, plus de renflouement de qui que ce soit. Je comprends. Tu as raison d'arrêter. Nous n'aurions jamais dû te mettre ce fardeau sur les épaules. Et la critique s'arrête aussi. Je ne tolérerai plus d'être rabaissée, surtout devant d'autres personnes. D'accord, j'essaierai de faire mieux. N'essaie pas, maman. Fais mieux. Parce que si tu ne peux pas, alors David et moi construirons notre vie sans l'implication de cette famille. C'était un ultimatum, mais il me semblait nécessaire. Pour la première fois de ma vie, je fixais de vraies limites avec des conséquences que j'étais prête à appliquer. 3 mois plus tard, ma vie était complètement différente. Le stress financier constant avait disparu, remplacé par quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant, de véritables économies. Pour la première fois depuis l'université, il me restait de l'argent à la fin de chaque mois. David et moi avons ouvert un compte épargne joint et avons commencé à planifier non seulement notre mariage, mais aussi notre avenir ensemble. Le changement émotionnel fut encore plus spectaculaire. Sans le poids constant des drames familiaux et des obligations financières, je me sentais plus légère, plus confiante, plus moi-même. Mes performances au travail se sont améliorées de manière notable une fois que je n'étais plus distraite par les urgences familiales et les appels téléphoniques culpabilisants. Ma patronne a remarqué le changement et a laissé entrevoir des opportunités de promotion supplémentaires à venir. Vous semblez différente ces derniers temps, a-t-elle dit lors de mon évaluation trimestrielle. Plus concentrée, plus affirmée en réunion. Quoi que vous fassiez, continuez. Je faisais quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, je donnais la priorité à mon propre bien-être. La dynamique familiale a radicalement changé une fois que le filet de sécurité financier a été retiré. Mon père, il s'est avéré, ignorait complètement à quel point ma mère m'empruntait de l'argent. Quand il a découvert toute l'étendue de la situation, il était furieux. 2 ans, Patricia. Tu as pris de l'argent à notre fille pendant 2 ans sans me le dire. Ils ont fini par suivre une thérapie financière ensemble, quelque chose qui aurait probablement dû se produire des années plus tôt. Mon père a pris un travail de consultant à temps partiel pour compléter leurs revenus, et ma mère a finalement admis qu'ils vivaient au-dessus de leurs moyens. Michel et Karine, quant à eux, ont été forcés de confronter leurs propres suppositions sur le soutien familial. Michel m'a appelé 6 semaines après Noël avec une nouvelle qui m'a surprise. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, m'a-t-il dit, sur le fait que je ne t'ai jamais demandé si tu avais besoin d'aide. Et tu as raison. J'étais tellement concentrée sur mes propres problèmes que je n'ai jamais envisagé que tu puisses avoir les tiens. J'apprécie que tu dises ça. Je veux faire mieux. Et je veux commencer par demander, as-tu besoin d'aide pour quelque chose?
Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour te soutenir? C'était une question si simple, mais c'était la première fois qu'un de mes frères et sœurs me la posait. Nous avons fini par avoir une conversation de 2 heures sur mes objectifs de carrière, ma relation avec David et mes projets d'avenir. Pour la première fois de notre vie d'adulte, Michel semblait sincèrement intéressé par ma vie en tant que personne plutôt que comme une simple obligation familiale. Karine a mis plus de temps à changer d'avis. Elle était toujours sur la défensive à propos de la situation financière et semblait considérer ma fixation de limites comme une attaque personnelle plutôt qu'un changement nécessaire. Mais même elle a finalement commencé à changer de perspective, surtout après une conversation avec notre grand-mère. Éléonore avait apparemment passé un sacré savon à mes 2 aînés sur la façon dont ils m'avaient traité au fil des ans. « Votre sœur s'est sacrifiée pour cette famille pendant que vous deux bâtissiez vos carrières », leur a-t-elle dit. « Le moins que vous puissiez faire est de la traiter avec le respect qu'elle mérite. » Ma relation avec ma mère est restée la plus compliquée. Elle essayait clairement de changer son comportement, mais des décennies de schémas enracinés ne disparaissent pas du jour au lendemain. Elle se surprenait au milieu d'une critique et s'excusait, ou faisait un effort pour poser des questions sur mon travail d'une manière qui ne semblait pas dédaigneuse. Cela semblait forcé au début, mais peu à peu, cela a commencé à paraître plus sincère. Le véritable test est arrivé lorsque David et moi avons commencé à planifier notre mariage. Je redoutais les commentaires inévitables et les tentatives de contrôler le processus, mais à ma grande surprise, ma mère a surtout gardé ses opinions pour elle. Quand elle offrait des suggestions, elle les précédait de choses comme juste une idée ou seulement si tu penses que ça pourrait marcher. « J'aime le photographe que vous avez choisi », a-t-elle dit lors d'une de nos séances de planification. « Les exemples que tu m'as montrés sont magnifiques. » C'était un commentaire si normal et encourageant que j'ai presque du mal à réagir. C'était donc ça, une interaction familiale saine. Mon père, en revanche, s'est jeté dans la planification du mariage avec un enthousiasme que je n'attendais pas. Il a proposé de participer aux frais, a insisté pour me conduire à l'hôtel et a passé des heures à rechercher des lieux et des prestataires avec moi. C'était comme s'il essayait de se racheter des années passées à ne rien faire pendant que ma mère me critiquait. « Je suis si fière de toi », m'a-t-il dit un après-midi alors que nous goûtions des gâteaux dans une pâtisserie du centre-ville. Pas seulement pour avoir tenu tête à ta mère, mais pour avoir construit une si belle vie pour toi. David est un homme chanceux. Venant de mon père, ces mots signifiaient tout. La plus grande surprise fut le nombre d'autres membres de la famille qui m'ont contacté pour me soutenir une fois qu'ils ont appris toute l'histoire. Ma tante Suzanne a commencé à appeler régulièrement juste pour prendre des nouvelles. Ma cousine Jeanne m'a demandé si elle pouvait aider à l'organisation du mariage. Même certains de mes parents plus éloignés ont fait des efforts pour se rapprocher de moi comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant. J'ai toujours senti qu'il y avait une tension, m'a expliqué ma tante Suzanne. Mais je n'ai jamais réalisé à quel point c'était grave. Ta mère a toujours été intense, mais je ne savais pas qu'elle était si injuste avec toi. Il s'est avéré que plusieurs membres de la famille avaient remarqué la dynamique au fil des ans, mais ne s'étaient pas sentis à l'aise pour intervenir. Mon éclat de Noël leur avait donné la permission d'aborder ce qu'ils avaient vu mais ignoré. Le changement le plus significatif fut dans ma relation avec la famille de David. Sans l'épuisement constant des drames de ma propre famille, j'ai pu investir plus d'énergie émotionnelle dans la construction de relations avec ses parents et ses frères et sœurs. Ils m'ont accueilli avec une ouverture et une chaleur que je n'avais jamais connues. Et pour la première fois, j'ai compris à quoi ressemblaient réellement des dynamiques familiales saines. Ta famille est si normale, ai-je dit à David après un dîner dominical avec ses parents, où personne n'a critiqué personne et où tout le monde semblait sincèrement heureux d'être ensemble. La tienne peut l'être aussi, a-t-il dit. Il faut juste du temps et des limites. Il avait raison. Lentement, prudemment, avec des attentes claires et des conséquences, certaines de mes relations familiales commençaient à guérir. Pas toutes, et pas complètement, mais assez pour me donner l'espoir que l'avenir pourrait être différent du passé. 6 mois après ce dîner de Noël, David et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie dans une auberge historique à environ 1 heure de la ville. La liste des invités était soigneusement choisie, n'incluant que des personnes qui avaient montré un soutien sincère à notre relation et du respect pour nous deux en tant qu'individus. Mon père m'a conduite à l'hôtel, les larmes aux yeux. Ma grand-mère était assise au premier rang, rayonnante de fierté. Ma mère était là aussi, magnifiquement habillée et se comportant parfaitement, mais je pouvais voir l'effort que cela lui demandait de retenir ses commentaires habituels. Michel et Karine étaient tous les deux présents et semblaient même sincèrement heureux pour nous. Mais les personnes qui comptaient le plus étaient celles qui m'avaient soutenu inconditionnellement. La famille de David, qui m'avait accueilli dès le début. Ma tante Suzanne et ma cousine Jeanne, qui étaient devenues de véritables sources de soutien émotionnel. Et mes amis de longue date, qui m'avaient vu lutter avec les dynamiques familiales pendant des années et étaient ravis de me voir enfin m'affirmer. « Tu es radieuse », m'a chuchoté ma grand-mère en me serrant dans ses bras après la cérémonie. Pas seulement belle, mais vraiment heureuse. C'est ce que j'attendais de voir. Pendant la réception, mon père a prononcé un discours qui m'a fait pleurer. « Élise a toujours été le cœur de notre famille », a-t-il dit,
même quand nous ne l'apprécions pas à sa juste valeur. Elle est gentille, généreuse, travailleuse et loyale jusqu'à la faute. David, tu n'épouses pas seulement une femme merveilleuse. Tu épouses quelqu'un qui remuerait ciel et terre pour les gens qu'elle aime. J'espère juste que tu ne tiendras jamais cela pour acquis comme certains d'entre nous l'ont fait. C'était sa reconnaissance publique des années de déséquilibre, et cela signifiait tout pour moi. Même ma mère a réussi à dire quelque chose d'approprié lors de ses brèves remarques. Élise, je suis désolée qu'il m'ait fallu si longtemps pour voir quelle fille extraordinaire j'ai. J'espère que toi et David construirez une belle vie ensemble. Ce n'était pas une réparation complète de notre relation, mais c'était un progrès. Le moment le plus important de la journée, cependant, est survenu pendant notre première danse. Alors que David et moi nous balancions sur la musique devant toutes les personnes qui tenaient vraiment à nous, j'ai réalisé que je ressentais quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant lors d'une réunion de famille. Un bonheur complet et sincère. Aucun regret, m'a chuchoté David à l'oreille. Aucun, ai-je répondu, et je le pensais complètement. Les mois qui ont suivi ont été une révélation. Le mariage avec David était tout ce que j'avais espéré et plus encore. Nous avons acheté une maison ensemble en utilisant l'argent que j'avais pu économiser une fois que j'ai cessé de subventionner le style de vie de ma famille. Nous avons voyagé. Nous avons reçu des amis. Nous avons construit des traditions qui n'appartenaient qu'à nous. Ma carrière a prospéré d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Sans l'épuisement émotionnel constant des drames familiaux, j'avais une énergie à investir dans mon travail que je n'avais jamais eue auparavant. J'ai mené des campagnes réussies, établi des relations solides avec les clients et obtenu la promotion que ma patronne avait laissé entrevoir. La fille qu'on avait traitée d'inutile dirigeait maintenant son propre département. Certaines relations familiales ont continué à s'améliorer progressivement. Mon père et moi avons développé une véritable amitié, parlant régulièrement de tout, du travail au livre en passant par son nouveau passe-temps, le travail du bois. Michel a fait de réels efforts pour être présent dans ma vie, appelant pour prendre des nouvelles et me demandant même des conseils sur des questions personnelles. Ma grand-mère est devenue l'une de mes plus proches confidentes, quelqu'un à qui je pouvais parler de tout sans crainte de jugement. Ma relation avec ma mère est restée compliquée mais fonctionnelle. Elle luttait toujours avec sa tendance à la critique, mais elle se rattrapait plus souvent et faisait de réels efforts pour être encourageante. Quand je lui ai dit que j'envisageais de retourner à l'école pour un MBA, elle m'a surprise en disant « Cela semble être une merveilleuse opportunité. Tu serais excellente à ça. » Ce n'était pas le soutien enthousiaste que j'aurais pu obtenir de Michel ou Karine, mais c'était respectueux et encourageant, ce qui était plus que ce que j'avais jamais attendu d'elle. Karine et moi avons trouvé un équilibre cordial mais distant. Nous étions polis lors des réunions de famille et échangions des banalités, mais nous n'avons jamais développé la relation proche que j'avais espérée. Mais ce n'était pas grave. J'avais appris que toutes les relations familiales ne peuvent pas être réparées et que ce n'est pas nécessairement le reflet d'un échec personnel. Le changement le plus profond était interne. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne cherchais pas constamment l'approbation ou à prouver ma valeur. Je savais qui j'étais, ce que j'avais accompli et ce que j'apportais à mes relations. L'amour et le respect de David m'avaient montré ce que cela faisait d'être apprécié pour qui j'étais vraiment, et j'avais appris à m'apprécier de la même manière. Un soir, presque un an après notre mariage, David et moi dînions quand mon téléphone a sonné. C'était ma mère, ce qui n'était pas inhabituel à ce moment-là, mais quelque chose dans sa voix était différent. « Élise, je dois te dire quelque chose, dit-elle. Ton père et moi étions au supermarché aujourd'hui et j'ai croisé Madame Henderson, la voisine. Elle m'a demandé de tes nouvelles et je me suis surprise à lui parler de ta promotion, de votre nouvelle maison et à quel point je suis fière de toi. Et puis j'ai réalisé que je ne pense pas te l'avoir jamais vraiment dit. » « Dis quoi, maman ? » ?»« Que je suis fière de toi. Que j'ai toujours été fière de toi, même quand j'étais trop têtue ou trop concentrée sur ce que je pensais que le succès devait être pour l'admettre. Tu es une femme incroyable, Élise. Tu es gentille, forte, réussie et généreuse, et je suis désolée qu'il m'ait fallu si longtemps pour le dire à voix haute. C'était la conversation que j'attendais depuis toute ma vie. Et elle est arrivée à un moment où je n'en avais plus besoin pour me sentir complète. Mais cela la rendait encore plus significative, car elle semblait sincère plutôt que désespérée. « Merci, maman, dis-je. Ça me touche beaucoup. »« Je t'aime, ma chérie. » J'aurais dû le dire plus souvent aussi. « Je t'aime aussi. » Après avoir raccroché, David m'a regardé avec un sourire. « Comment te sens-tu? » »« Bien, dis-je. Et j'ai été surprise de réaliser que je le pensais. Ça fait vraiment du bien. Mais aussi, je pense que j'aurais été bien de toute façon. Et c'était la vraie victoire. Non pas que ma famille ait finalement appris à me traiter avec respect, bien que ce soit merveilleux. La vraie victoire était que j'avais appris à me respecter suffisamment pour exiger un meilleur traitement et pour construire une vie qui ne dépendait pas de leur approbation pour mon bonheur. J'avais appris que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour soi-même et pour les autres est de cesser d'accepter un comportement inacceptable.
J'avais appris que l'indépendance financière et l'indépendance émotionnelle vont de pair. Plus important encore, j'avais appris que la famille que l'on choisit peut être tout aussi importante que la famille dans laquelle on est né. Et que s'entourer de personnes qui voient votre valeur ne vous rend pas égoïste. Cela vous rend entière. La petite fille qui avait passé son enfance à essayer de mériter l'amour était devenue une femme qui savait qu'elle était digne d'amour telle qu'elle était. Et cela a fait toute la différence. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec des membres de votre famille qui tenaient votre soutien pour acquis? J'aimerais beaucoup lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, merci de lui donner un j'aime et de vous abonner pour plus d'histoires vraies sur la façon de s'affirmer et de trouver sa propre valeur. Partagez-la avec toute personne qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'elle mérite d'être traitée avec respect, quelles que soient les dynamiques familiales. N'oubliez pas, vous apprenez aux gens comment vous traiter, et parfois la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de cesser d'accepter moins que ce que vous méritez. Merci d'avoir écouté mon histoire et j'espère qu'elle aidera quelqu'un d'autre à trouver le courage de dire sa vérité. Je vous souhaite à tous la force de connaître votre valeur et le courage d'exiger le respect que vous méritez.